Des aliments fermentés, il y a un sujet, généralement on parle d'aliments fermentés comme d'aliments santé, en tout cas l'effet santé est quelque chose d'important et stratégique et communiqué. En fait, juste ce soir, ce que je voudrais échanger avec vous, en fait, c'est de dire que quand on parle d'effet santé et qu'on cherche finalement un réel impact avec des données scientifiques, on n'a pas tant de choses que ça. Ça veut dire qu'il faut être relativement modeste en termes de message par rapport à ce qu'on vend et ce qu'on essaie de travailler. Pourquoi c'est un petit peu compliqué de montrer des effets santé? C'est que vous voyez bien qu'un aliment fermenté, c'est toujours une matrice. Alors là, pour le coup, ça peut être une matrice végétale, on va parler un peu plus des végétaux sur le champ, et des micro-organismes, et qui vont transformer profondément cette matrice-là. Donc c'est quelque chose d'assez complexe en fait. Je vais aller vite là-dessus, parce que ça a déjà été dit très largement. Et qu'un aliment fermenté, c'est d'abord un aliment microbien. Ça, c'est un point qui est important, c'est une famille tout à fait particulière. Quand vous ingérez des aliments fermentés, voilà. La très grande majorité des micro-organismes sont vivants. Donc on apporte une matrice qui a été transformée et en plus des micro-organismes par-dessus. Et du coup, si on reste dans le monde végétal, on voit bien deux effets quand même qui sont très forts. Ce n'est pas toujours le cas pour tous les aliments fermentés. Et pensez qu'il y a cette matrice végétale, en fait, on peut aller vers un effet qu'on appelle prébiotique. Et qu'on va avoir un certain nombre de substrats en fait, qui viennent de la matrice végétale et qui peuvent par eux-mêmes être actifs. Donc avoir un impact. On parle de plus en plus d'effets matrice, on trouve tout ce qu'on essaie de caractériser. Là, en l'occurrence, derrière cet effet matrice, il y a aussi peut-être un effet prébiotique. Fermenter, c'est aussi augmenter la digestibilité. Et c'est particulièrement important pour les matrices végétales. Dans l'autre partie, la fonction microbienne, là, ce qu'on cherche, qu'on essaie d'étudier, c'est de plus en plus d'effets probiotiques. Donc là, ces micro-organismes peuvent avoir un rôle par eux-mêmes, notamment quand ils arrivent au niveau digestif pour avoir un effet. Soit vous allez voir sur le microbiote intestinal, les autres micro-organismes qui sont dans l'environnement, soit directement sur l'hôte. Assez important quand on parle d'aliments fermentés, on parle de diversité microbienne. Vous allez réfléchir à aliments fermentés et autres, c'est deux micro-organismes, et que deux. Aliments fermentés, c'est toute une diversité. Diversité au sens large, on ne parle pas que de bactéries, on va parler de levures, une complexité et une vraie diversité. Et ça aussi c'est assez important, parce que du coup ça va contribuer à ces micro-organismes qu'on va pouvoir ingérer, et ça va contribuer aussi à la transformation. Et produire probablement aussi des éléments actifs qui sont dans le produit qui vont avoir un impact. Le problème de tout ça, c'est que ces impacts de santé, on en parle beaucoup, mais quand on regarde dans la littérature, en fait, on se fie vraiment des données scientifiques, on a un certain nombre de choses, mais on n'a pas énormément de choses. Et c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, pour les aliments fermentés végétaux, en particulier les légumes fermentés. Pourquoi? C'est essentiellement lié à l'aspect culturel. Les travaux qui ont été faits majoritairement en Europe sont centrés sur les produits laitiers, soutenus par des grandes entreprises qui avaient intérêt à développer ça. On a des données sur le fromage, mais pas non plus des quantités énormes de données. On en a quelques-unes. Du coup, quand on regarde précisément ce qui a été fait sur les structures végétales, on va retrouver un petit peu aux USA qui a une vision plus globale des produits. Et en fait, les produits plutôt asiatiques, il y a une recherche qui a été agrégée en Corée, en Japon ou en Chine. Donc globalement, on ne s'attendait pas à trouver beaucoup de choses. Donc restez modeste par rapport au message qui est véhiculé, parce que globalement, on a peu de démonstrations extrêmement efficaces. Je suis assez optimiste sur le fait qu'on puisse le démontrer, mais un peu faut-il avoir l'effet scientifique pour pouvoir le supporter et soutenir. Quand on va rechercher des aliments ou des impacts de santé des aliments, en fait, on va avoir deux grandes cibles, surtout pour des aliments microbiens. Pensez bien que tous les jours, on ingère des quantités importantes de microbes, et majoritairement via les aliments fermentés. Et que ces aliments fermentés, c'est toujours des microbes matrices. Donc une complexité en fait, de produits analysés pour son impact. Par contre, on a des travaux qui montrent que ces aliments fermentés, ou le microbiote alimentaire des aliments fermentés, va pouvoir interagir notamment avec le microbiote intestinal. Beaucoup de travaux ont été générés autour du microbiote. C'est un environnement qui était connu depuis une trentaine d'années, qui a été étudié. Depuis 15-20 ans, il y a eu un boom de la recherche qui a montré en fait que ce microbiote intestinal était fortement lié à la santé. De très nombreux effets santé. Donc du coup, on a fait beaucoup de focus autour de ça. Dès maintenant, c'est se rapprocher aussi des aliments fermentés pour voir quel est cet impact-là, voir l'impact secondaire. C'est important qu'associativement, microbiote intestinal, je vous l'ai mis un petit peu sur la gauche, qu'associativement dans le côlon, on a des quantités énormes de micro-organismes qu'on héberge. Donc sur le 10-12, 10-13, on héberge quasiment plus de micro-organismes de bactéries que de cellules humaines. Ça veut dire qu'on a un environnement quand même très microbien. Et en passant, c'est intéressant, parce que ça jette un regard un peu différent sur le monde microbien. Quand on rend compte qu'on héberge des micro-organismes, bon, on a un regard peut-être plus bienveillant par rapport aux microbes et qu'on se dit que c'est pas forcément que des pathogènes.
tel qu'on le voit ou tel que le voit aussi la société. L'autre impact, plus difficile à identifier, c'est l'association directe avec l'autre, avec un impact qu'on appelle le endpoint santé, c'est-à-dire on vise un impact, mais c'est de le démontrer. Plus difficile à démontrer, parce que globalement, après, c'est ce qu'on appelle des études interventionnelles. Donc là, on va faire consommer un aliment dans le temps, on va avoir des groupes randomisés, puis on va essayer de voir vraiment s'il y a un impact sur la peau. Souvent, ça coûte très cher, ces études-là. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas grand-chose dans la littérature. C'est lié à la variabilité globalement d'aliments fermentés. C'est difficile parfois à reproduire un même aliment dans une même étude. Et puis aussi, le fait qu'il faut avoir des moyens assez certains pour le faire. Qu'est-ce qu'on recherche en fait quand on parle de microbiote intestinal? Ce qu'on a déjà vu avec les aliments fermentés, c'est des impacts directs sur la composition, la structure du microbiote. En gros, on va avoir des populations, on va les voir bouger en fonction de l'alimentation. Je vous montre après quelques stades en fait, pour vous montrer en fait quel peut être l'impact massif de l'alimentation, et après on avancera doucement sur les aliments fermentés et vers les produits fermentés. C'est capable de montrer, et ça c'est plutôt bien montré, qu'on a une colonisation qu'on appelle temporaire, et que ces bactéries qu'on va ingérer vivantes, elles vont être actives. Donc elles vont arriver vivantes, et en plus elles vont travailler, elles vont produire quelque chose, elles vont interagir avec l'autre. C'est montré qu'on peut avoir une fonctionnalité, c'est-à-dire qu'elles vont agir, mais avec une cible, qu'on va pouvoir étudier, évaluer. Et ça, c'est aussi un élément qui me semble vraiment important, parce qu'on commence à avoir quelques données, c'est en regardant un petit peu ces microbiotes, notamment alimentaires, comparant avec le microbiote intestinal, on voit par quelques études que peut-être il y a une coévolution, une co-adaptation de ces microbiotes, c'est-à-dire que c'est des milliers d'années qu'il y a cet échange, cette interaction, parfois quotidienne, et il y a eu des transferts de population qui parfois sont installés, ce qui ne devrait pas être le cas normalement, il n'y a pas d'installation, c'est des transités, pour le coup. Mais peut-être potentiellement une installation, ou alors des échanges de gènes. Tout ça dans le microbien, c'est quelque chose d'assez classique, on partage les gènes, et donc on partage les fonctionnalités. C'est pas le microbiote intestinal, c'est vraiment avec l'hôte. Quelles sont les cibles majeures pour l'hôte? Aliments fermentés au sens large, le métabolisme, le système immunitaire, tout ce qui va être maturation du système immunitaire. On sait qu'il y a des choses qu'on a pu pointer assez clairement sur ces aspects-là. Soit la maturation du système, notamment chez l'enfant, on va voir plus tard dans la vie, avec des stimulations ou des immunomodulations. Des impacts assez concrets et bien mesurés sur ce qu'on appelle le métabolisme au sens large. Alors, pourquoi ça a été démontré? Parce que c'est celui-là aussi avec des patients typiquement obèses ou avec syndrome métabolique, en essayant de tester des aliments pour essayer de rééquilibrer un petit peu notamment tout ce qui est les fractions lipidiques du sang. En gros, vous avez le bon le cholestérol, c'est tous les équilibres par rapport à ça, et voir comment l'aliment pourra avoir une plus-value. Et c'est aussi le métabolisme intestinal, en fait. La cible microbienne, elle peut être une composition, mais peut être aussi la réponse. Et du coup, la question de rééquilibrer le microbiote, le cas de régulariser le transit, c'est des éléments aussi qui sont assez clés en fait, et qui sont très souvent étudiés dans les études. Petite introduction pour l'instant, on ne parle pas d'aliments fermentés, on parle juste d'effets rigides. Pour vous montrer que parfois les effets rigides peuvent être majeurs et on a des réponses très importantes en fait à l'alimentation. L'alimentation est vraiment un facteur qui va être clé pour moduler le microbiote et le tube digestif en termes de réponse. Là, un même groupe de volontaires, deux diètes très différentes. Voilà. En gros, une diète très carnée va être très utilisée. Et on fait switcher le même groupe de volontaires qui va manger alternativement en fait, ces régimes. Vous voyez des grandes variations parfois en termes de population, parfois en termes de réponse métabolique, où en fait il y a une vraie réponse du microbiote qui va complètement changer sa façon de fonctionner, de travailler en fonction de ce qui va arriver dans le tube digestif. Ça a un effet réponse pour vous montrer que techniquement, on a un effet de réponse qui est important. Après, on va avoir cette perspective des aliments fermentés qui sont finalement une de ces familles-là avec un impact qui peut être direct. L'étude qui est associée en fait derrière ça, là encore, ils ont consommé en fait un régime végétal, un régime animal pour faire court. C'était une étude américaine. En gros, pensez pas trop à produits végétaux fermentés, c'est pas forcément la culture. Contre la culture produits carnés fermentés ou fromage, elle est beaucoup plus marquée. Ce qui était amusant, et ça aussi, c'est, quand je vous parle de diversité, ça vous l'a été plusieurs fois, et sur la diversité, elle est importante. Elle est aussi importante en termes de suivi, en fait, de comment prouver que ces micro-organismes sont actifs et qu'on les voit. Quand je vous parle de microbiote intestinal, en fait, il y a des microbiotes. Il y a essentiellement des bactéries, et il y a aussi des champignons, qu'on appelle le mycobiote. Mais quantitativement, c'est plus faible. Et vous imaginez bien que si quantitativement c'est plus faible, s'il y a un gros apport d'extérieur, on va peut-être réussir à le voir en fait cet apport-là. Voilà, techniquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et notamment, quand il y avait une consommation notamment de produits animaux, on avait par exemple une augmentation de pénicillium. Le pénicillium renforti, bien avec le fromage, bien avec les produits qui ont inverti.
c'était la grande famille. Mais typiquement, ça veut dire que quand ces gens ont consommé du fromage, d'ailleurs, on arrive à avoir un champignon en particulier qui était consommé via ces produits précédemment fermentés et qui arrivait vivant. Il arrivait vraiment vivant, pourquoi? Parce qu'après, on a fait quelques études très ciblées, on a fait quelques études très ciblées pour essayer de voir si métaboliquement ils étaient actifs. Alors, ça passe souvent par l'ARN, en fait, qui donne une petite idée en fait, de l'activité du microbe, et on voyait en fait les cendres actives. Donc ça, c'est des informations importantes, c'est-à-dire elles transitent, elles arrivent au milieu digestif, jusqu'en bas dans les prélèvements qui sont faits faux, et en plus c'est actif, et tout en bas. Donc vous imaginez que tout le long de la descente, bah, ça peut changer, ça peut dialoguer, soit avec le microbiote, soit avec l'autre. Donc ça discute. Une étude aussi américaine, et juste pour vous dire que c'est une grande étude qui est dans l'American Med Project, alors là pour le coup, on rentre dans une catégorie un peu différente. L'idée c'est, ok, on voit qu'en composition, ça peut bouger. On voit qu'en termes d'activité, peut-être qu'elles sont vivantes, elles peuvent faire quelque chose. Là, on va voir sur le plan métabolique qu'est-ce qui pourrait bouger en termes de marqueurs. C'est ce qu'ils ont fait sur une molécule qui a été. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est le C là, donc c'est l'acide linoléique conjugué. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est souvent un complément alimentaire qui est donné avec prescription autour de surpoids, obésité. On essaie de manager un peu notre graisse masquée, ça marche plutôt bien en complément alimentaire. Alors, en l'occurrence, on a un complément alimentaire, c'est produit in situ quand on a fait consommer notamment des aliments fermentés. Alors, comment? Pas directement forcément par la microbiote alimentaire, mais souvent en interaction avec les microbiotes, parce que c'était introduire un petit peu plus. C'est ce qu'ils ont vu dans cette étude-là, avec une présentation qui est particulière en fonction de l'origine, des consommateurs ou non consommateurs de produits fermentés. Et jusqu'à avoir après des grandes populations qui pouvaient bouger. Là, c'est typiquement en fait un microbiote qu'on va ingérer, qui va avoir un impact sur le microbiote intestinal. Comment, je ne sais pas, mais qui va avoir une réponse fonctionnelle, directe, avec un produit qui va être marqué, caractérisé, qui en a poursuivi. Typiquement, c'est fonctionnel. C'est vivant, mais c'est fonctionnel. Une étude de plus, là on va s'approcher vraiment d'aliments fermentés. Encore, on s'en rapproche encore un petit peu plus, et surtout aussi d'une grande variété d'aliments fermentés, on vous l'a dit, c'est culturel avec vraiment une grande diversité. Dans cette étude-là, ils sont amusés vraiment à aller très très loin en termes de caractérisation de la composition et de la fonctionnalité de microbiote. Quand je dis microbiote, c'est le microbiote alimentaire de tous ces aliments-là, et microbiote intestinal ou intestinaux, des gens qui vont consommer. Donc on va essayer de croiser tout ça, pour voir qu'est-ce qui échange, comment on avance. Est-ce qu'on arrive à retrouver les mêmes? Est-ce qu'on arrive à vectoriser quelque part quelques microbes qui vont passer de l'un à l'autre et qui vont aussi être actifs? Et là encore, vraiment une grande variété, parce que finalement, les populations qui vont être analysées venaient presque du monde entier, en fait. Avec en plus un effet H. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? Je vais vite, juste sur deux messages. Juste pour dire, par exemple, sur la partie haute, ce qu'on retrouve notamment chez les Européens, sur les Streptococcus thermophilus, sur les Streptococcus lactis, on voit une population voilà, qui mange très clairement du yaourt, des produits laitiers. Bon, classique. On trouve dans les populations assez occidentales en fait une grosse dominante de lactobacilles, assez typique plutôt des produits laitiers. Et à l'inverse, qui vont aller plutôt vers les occidentaux, en particulier les asiatiques, c'était le Conostoc et là des grands classiques de la fermentation aussi qu'on va retrouver dans les produits fermentés. Et parce qu'on pouvait stratifier cette population en regardant un microbiote avec quelques marqueurs et en se disant, bah, tiens, ceux-là, ont une bonne chance de manger ces aliments fermentés. Ça renforce encore l'idée que, vous voyez, ça descend, c'est actif, c'est pas neutre. Il y a un impact. Plus intéressant, ils sont amusés dans le détail à comparer les génomes. En gros, essayer de voir entre les génomes complets, toutes les espèces dans le détail de la cartographie du génome, qu'est-ce qu'elles étaient, est-ce qu'elles étaient différentes quand on avait une espèce particulière dans le tube digestif ou dans les aliments fermentés, qu'on les comparait. Et une des infos qu'ils ont vraiment pu voir, ils ont pu voir des transferts de gènes assez clés. C'est-à-dire qu'il y avait des bactéries intestinales qui avaient incorporé des gènes typiquement bactéries alimentaires. Donc il y avait un échange et quelque part une forme d'adaptation par rapport à son nombre de fonctions. Ça montre là qu'il y a vraiment un dialogue dans le tube digestif avec des choses qui se passent, avec des choses qui sont faites entre les microbes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quelque part actif, fonctionnel et qui. Alors, c'est pas le croyant qui fait ça. Hein. C'est sur des années, probablement, avec des dizaines d'années, qu'on arrive à avoir ces échanges et ces caractérisations. Mais il y a du dialogue, il y a de l'échange et il y a clairement de l'adaptation des entrées. Là, on arrive un peu aux aliments fermentés végétaux avec l'aliment clé, et là où j'ai quelques billes pour vous montrer un peu les impacts. Modèle Kimchi, qui est peut-être le modèle le mieux caractérisé notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a la culture historique en Corée, et il y a à la fois des très bons scientifiques en Corée qui se sont intéressés à un produit culturel. Ça, et puis quelques moyens derrière qui vont avec. On fait un peu de recherche. C'est pas inutile. En termes de recherche, on veut démontrer un effet, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le placebo, en tout cas le témoin, le contrôle. C'est stratégique. On peut faire des études avec un aliment fermenté. Si on n'a pas un contrôle comparé, on se retrouve relativement faible après en termes de démonstration.
C'est ce qui arrive souvent dans le cas d'études, et qui parfois sont très largement reprises, une fois, deux fois, trois fois diffusées. Là, je vous ai gardé celle-là, parce qu'en fait, c'est une étude qui était assez amusante, ça a écrit 24 patients obèses, ils étaient séparés en deux groupes, et en fait, les gens, les volontaires avaient mangé soit du kimchi frais, du kimchi, du kimchi, du chou avec quelques aromates, du chou dans mais plus la fermentation. Ce qui veut qu'il y a un intérêt fort en termes de structure. Là, ce qu'on veut voir, c'est l'effet de la fermentation. L'effet des bactéries sont ingérées et de la fermentation. On n'est pas sur deux produits tellement différents qu'on a un petit peu après à corréler à part. Et eux, ils avaient eu un peu derrière des effets assez marqués sur le syndrome des marqueurs sanguins en lien avec le syndrome métabolique. Ça serait peut-être prévention, ou en tout cas modulation du syndrome métabolique, pour essayer de limiter après cette grande variation au niveau du lipidome et de la réponse aussi, et derrière tout ce qui va être athénosclérose et chronique. En gros, on lance quelque chose, on essaie de le moduler un petit peu, c'est très important sur des patients, alors là pour le coup ils sont obèses, ou alors pré-obèses avec le syndrome métabolique pour avoir une stratégie de prévention. Étude un peu comparable, là encore des volontaires, là ce que je vous ai dit, c'est tout ce que je vous ai montré, c'est tout chez l'homme. Il y a pas mal d'études chez l'animal qui sont aussi intéressantes. Là j'ai fait un choix particulier sur 20 minutes de dire on se focus vraiment sur les humains, qui sont souvent des manies assez lourdes, assez coûteuses et qui fait qu'on n'a pas beaucoup de diversité en fait pour s'appuyer. Mais à la fois, c'est seulement ces études-là qui sont vraiment qui démontrent les choses. Il faut qu'on aille vers ça. Dans ce cas particulier, 28 jeunes adultes, donc on est plus sur des patients, là encore avec un effet kimchi, avec notamment qui a été fonctionné avec un peu plus de microbes qui permettaient d'avoir un effet supplémentaire. Et là, très clairement, on a un effet majeur sur le métabolisme lipidique. Alors là, on vient dans l'histoire, par exemple, le DHDL, donc le bon mauvais cholestérol, qui arrive en fait à rééquilibrer ces éléments-là. Et on voyait très bien sur l'HDL et LDL, et puis aussi sur les triglycérides, qui sont les deux marqueurs qui sont un petit peu clés quand on vous parle derrière de santé et de bien métabolique, je fais la découverte. Donc, en fait, en ingérant seulement du kimchi glycosé, on arrivait à moduler en fait un marqueur clé de l'autre, et clairement sanguin. La difficulté de tout ça, c'est que je vous l'ai dit, il y a peu d'études en fait. Ce que je vous ai montré, c'est pour moi, c'est l'activité les plus solides. On peut en trouver d'autres. On peut trouver la littérature un peu cachée, qui est en Chine, des soja, des choses comme ça. Par contre, c'est en chinois, c'est pas facile à étudier, à travailler, à voir ce qui est la moelle de tout ça. Il y en a, c'est-à-dire que c'est bien quand même un regard. Encore, si on va chercher de l'information, c'est une façon de le faire. Mais il y a une vraie nécessité d'aller beaucoup plus loin, et vous voyez qu'après c'est des éléments qui vont être culturels, stratégiques. Si la Corée a investi sur le kimchi, c'est que le kimchi c'est la culture. Voilà, des fonds nationaux vont quand même d'être là pour amener des fonds pour aller beaucoup plus loin. Peut-être nous on a fait pour l'instant plus sur les produits laitiers, il faut qu'on ouvre un petit peu plus à la standard de produits. Que par contre, dans les données que je vous ai montrées, ce qui me semble assez solide, c'est que vous voyez que ces bactéries, ces micro-organismes, ils transitent réellement, en tant que la matrice, la matrice. Ils transitent, ils sont morts vivants, ils restent vivants en tout cas jusqu'à un certain moment pour avoir une action. Et que s'ils sont vivants et qu'on peut après éventuellement soit les sélectionner, soit avoir une complexité, ben encore une action un peu ciblée. C'est pas plus facile à montrer, mais c'est toujours relativement possible à une forme d'ingénierie pour travailler ces produits-là et pour pouvoir avancer. Sans compter que le mot-clé qui est diversité peut rentrer sur plein d'entrées, notamment les entrées immunitaires qui sont assez importantes. Et que si on veut vraiment parler de fonctionnalité, il faut qu'on ait une approche où on cible un peu l'activité, où on cible quelques métabolites un petit peu. Je vais juste terminer en fait en disant deux mots sur le COST-Pimato. C'est un COST qui est porté par Indrae, qui a été initié par Sylvie Loctan, sur vraiment pas mal d'années de travail, parce qu'un COST en fait c'est un peu difficile à avoir et globalement c'est un effort de longue haleine. Et c'est Sylvie qui l'a lancé, moi j'ai un petit peu continué après sur la fin et on a réussi à le classer. Il y a une belle dynamique en fait, collective, parce qu'au début du projet c'était 66 personnes. Là on va finir la première année, c'est un projet de 4 ans. On avait presque 350. Alors en fait on est même 351 aujourd'hui, donc vous voyez on a passé les 350. Qui se fédèrent autour de cette thématique-là, et en particulier je vous montrerai juste derrière, c'est la thématique bénéfice-risque des éléments fermentés, un enjeu assez stratégique. Parce que du coup il faut travailler beaucoup plus, on va chercher les données aliment par aliment, et après éventuellement endpoint de santé par endpoint de santé pour voir ce qu'on a. Est-ce qu'on est capable de dire avec une grande certitude, est-ce qu'on est capable d'avancer ou de ne pas avancer si on n'a pas les données pour le supporter. Globalement, l'idée de ce projet-là, en fait, c'est de dire qu'on va se fédérer pour montrer qu'en Europe, on est fort sur cette thématique-là, qu'on a une culture forte, qu'on peut aller beaucoup plus loin, quelle que soit la matrice qui est considérée. On voit qu'il y a une vraie dynamique, c'est assez organique un peu. C'est que les gens qui le rejoignent en fait, peuvent faire évoluer les thématiques, et plus ils sont nombreux, plus ils sont forts, plus la thématique va évoluer dans ce sens-là. Donc, avec l'idée de travailler à plusieurs niveaux, clairement c'est l'approche bénéfice-risque qui est importante pour nous, notamment les gains de risque et les bénéfices, il faut encore travailler un peu plus pour rechercher cet équilibre-là. Vous verrez dans un des working groups, l'idée c'est de faire une cartographie européenne d'aliments fermentés.
Donc, dans chaque pays du COS, on arrive à faire remonter en fait qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme idéalement. Donc, on a 3-4 ans pour essayer de rassembler effectivement ces données-là, de les partager. Tout ça, c'est des données qui demain seront online. On va pouvoir cliquer sur la carte de France, on va voir normalement tout ce qui s'affiche un petit peu partout. On va essayer d'être le plus exhaustif possible. On verra. Le boulot. Le Working Group 3, sur ce que je vous disais sur les bénéfices et risques, c'est probablement le Working Group 3 pour l'instant. Il y a pratiquement 200 personnes qui travaillent ensemble. En fait, on a séparé en 16 groupes, où on a 16 aliments qui sont testés avec 16 aliments différents, et les groupes travaillent en interaction avec EFSA, notamment pour produire ce qu'on appelle les essais dossiers, qui est de remonter la chaîne de EFSA jusqu'à idéalement peut-être sur un ou deux thèmes, avec sur ce qu'on appelle des claims, des allégations de carrément. On travaille aussi avec eux de plus en plus pour essayer de se dire que les aliments fermentés sont une famille d'aliments particulière et qui devraient être considérés comme tels. Ça éviterait des problèmes de législation en créant une sous-catégorie, en disant bah, c'est cette théorie-là, on n'applique pas ces règles-là. Donc ça veut dire que derrière, on a notamment un travail sur la définition. C'est important parce que, par exemple, il y a un petit mois, il y a une définition qui est sortie par un papier américain, qui n'est pas inintéressante, mais qui est tellement large en fait, qu'on peut tout mettre. Je pense qu'on pourrait presque fermenter sans mettre. C'est important parce que c'est ce qu'on appelle vraiment de la politique au niveau mondial. Si ça passe, ça fait la règle. Et derrière, tout le monde s'imbrique. Donc là, c'est la défense un peu européenne, où il faut qu'on arrive à trouver nos équilibres, défendre nos intérêts stratégiques. Ça veut dire opinion paper en disant bah nous on pensait bien aux définitions, par contre on rajouterait bien ça, ça et ça, parce que sinon c'est pas un élément fermenté. Et ça on peut le faire parce qu'on est nombreux. Donc on est fort. Et la dernière petite chose, c'est le Working Group 4, on est en train de lancer, ça fait un petit peu de retard, mais c'était prévu que ça démarre dans le second temps. Et qu'on commence à intégrer beaucoup plus d'entreprises, de partenaires professionnels, pour se dire que l'innovation dans l'aliment fermenté, c'est pas un poste central pour l'Europe, tout le projet européen, toute la stratégie européenne, et qu'il faut qu'on l'appuie. Et qu'on l'appuie notamment en identifiant ce qu'on appelle un peu les points limitants, les goulets d'étranglement qui limitent votre innovation. Donc il y a 3 blocs qu'on a traités sur ce qu'on appelle la safety, la sécurité, le réglementaire et les aspects technologiques. Là, on rentre encore en négociation, on travaille un peu avec les salles d'autorité ou les grandes structures comme la FIL, où on se dit, bon, déjà, identifions bien les problématiques. 2, essayons d'y répondre collectivement pour en échange notamment avec les salles. Mais ça, au départ, n'est pas dans le projet. Depuis 6 mois, il y a une réunion. Les voix, ils viennent nombreux. C'est-à-dire qu'ils nous observent. Ils voient ce que les comptes rendus, ce qui est sorti, est-ce que c'est intéressant pour eux ou pas. Et il faut qu'on travaille avec eux de plus en plus. Donc on arrive en fait à quelque chose qui soit partagé, qui soit vraiment investi. L'idée aussi à la fin, c'est carrément de créer un cluster sur les aliments fermentés entre ces académiques et des privés pour aller bien dans les postes et continuer à travailler ensemble et continuer à avancer. L'idéal, c'est en France. Voilà. Je dis, il y a 46 pays, donc il faut discuter. Et une vraie vocation de dissémination, je pense que ça va prendre ça prend un peu de temps. Un cause, c'est, on est parti sur 150. C'était pas trop prévu. Donc, il a fallu déjà gérer en fait. Maintenant, on va commencer à mieux communiquer, notamment avec le site internet, qui est un point clé. On veut vraiment sur un hub de la connaissance. Tout ce qui passe en termes de science, normalement, ça va dessus. Alors après, il y aura un travail à faire autour des langues, qui est un point un peu critique, parce que voilà, pour l'instant, tout est en anglais. Et l'idée, c'est qu'au moins, il y ait 4-5 langues un peu clés pour qu'on aille discuter un peu mieux la connaissance de tout le monde. Mais ça va se travailler sur 3-4 ans, voire même un peu au-delà, parce qu'il y a des fonds qui permettent de continuer. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment stratégique pour l'Europe, c'est à eux de prendre cette place-là. Si on ne la prend pas, même en interaction au niveau européen, d'autres la prendront pour nous. Voilà, c'est ce stratégique. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention bien complémentaire par rapport aux autres. Merci d'avoir pris le temps de fouiller un peu ce qui existait en termes de biblio. Est-ce que vous avez des observations? Oui. Je vois les questions par oui. En fait, moi j'ai pas du tout un background scientifique. Justement, donc, nous on fait des produits fermentés qu'on vend. Et l'un des enjeux, c'est d'expliquer qu'en fait, on a, grâce aux bactéries lactiques, en fait, des probiotiques en fait, qui viennent. Voilà. Donc ça, on a arrêté de le dire, parce que justement,